Alors, bonjour et bienvenue à cette capsule. Qu'est-ce qu'un bon travail académique? Donc, c'est une question qui est possiblement une des questions les plus souvent posées de la part des étudiants, parce que bien sûr, c'est au travers le travail, souvent le travail de fin de session, que la majorité des points viennent de la session et où vous allez être évalué sur vos capacités de recherche et de synthèse. Donc, particulièrement en théologie, c'est un peu semblable aussi en philosophie, en histoire, en sciences humaines un peu en général, où on demande et où on forme des gens pour devenir des chercheurs, de développer cette capacité, cette compétence, de développer des travaux qui vont démontrer une pensée critique, aussi une capacité de recherche, une capacité de synthèse. Donc, qu'est-ce qu'un bon travail est une des questions les plus posées. Mais je pense que pour y répondre, on peut en fait commencer un peu à l'inverse et se poser la question, qu'est-ce qu'un mauvais travail? Justement, je viens de corriger une pile de travaux dernièrement et ça m'a inspiré peut-être pour cette capsule. Mais par exemple, dans un mauvais travail ou un travail avec des mauvais éléments, on va parler d'une mauvaise mise en forme. La mise en forme, c'est autant la table des matières, la bibliographie, les marges, la page titre, etc. Donc, suivez le guide de présentation matérielle qui est donné par donc la faculté ou le séminaire et conformez vos marges et les demandes à ce qui est demandé par le séminaire. Les professeurs n'enlèvent pas toujours des points pour quand les choses ne sont pas complètement exactes, mais vous pouvez quand même en perdre et c'est plus que c'est difficile de lire votre travail à cause que, par exemple, le texte n'est pas justifié. Quand on parle du texte qui est justifié, c'est que, par exemple, que le début et la fin des phrases sont toutes égales, par exemple. Donc, ça facilite la lecture de votre travail. Donc, un mauvais travail, c'est quand il n'y a pas de citation ou de note en bas de page. Ça nous amène à poser deux questions. Un, c'est soit que si vous dites des choses qui ont l'air super intelligentes, on va se poser la question, est-ce que c'est du plagiat? Le plagiat, c'est quoi? C'est de prendre les idées d'un autre en les faisant passer pour les nôtres. Mais même si ce n'est pas votre intention, vous faisiez seulement paraphraser ce que quelqu'un d'autre dit, si on a l'impression d'avoir entendu ça quelque part, il faut rendre à César ce qui est à César, et dans ce sens, de nommer et de citer les places d'où nous citons. Je vous rappelle, un des premiers travaux que j'avais aidé un étudiant était littéralement une série. Il avait pris le dictionnaire biblique et il avait tout simplement pris article après article où il avait transcrit. Puis j'ai dit, mais je pense pas que ton professeur va vraiment apprécier et donc va lui poser la question. Et bien sûr, ce n'était pas ça qu'il s'attendait parce que quand on utilise des sources, ce n'est pas pour citer des longues sections. Quand on cite une section, c'est pour faire avancer un point ou démontrer quelque chose ou interagir avec ce point-là. Le plagiat, c'est une tolérance zéro. On me pose parfois la question, qu'est-ce qui arrive si je faisais un point et là, après avoir fait le point, j'ai découvert que quelqu'un d'autre le disait. Vous pouvez avoir une formule telle, nous croyons telle chose, comme l'avance d'ailleurs, un tel et un tel et un tel. Si votre français est illisible ou incompréhensible, donc ça c'est vraiment, vous allez perdre des points pour le mauvais français, mais s'il est incompréhensible, s'il faut relire plusieurs fois la phrase et que je ne comprends pas la phrase, on va finir par avancer l'idée, donc c'est juste l'étudiant qui s'est mal exprimé, et dans ce sens-là, si je ne comprends pas l'idée, je ne peux pas vous donner des points pour une idée que je ne comprends pas ce que vous tentez de transmettre. Même si dans votre tête c'est super clair ou même si oralement vous êtes capable de bien me le dire, une des compétences qui est visée en recherche, c'est la capacité de le faire synthèse sur le papier. S'il n'y a pas de réflexion ou d'interaction avec des sources, c'est-à-dire si tu as une ou deux sources, par exemple, et on ne voit pas que tu as fait de la recherche et tu nous as juste dit qu'est-ce qui te passait par la tête, mais ça, c'est un mauvais travail parce qu'on n'est pas intéressé, particulièrement au premier cycle, on n'est pas intéressé à ce que vous nous dites, qu'est-ce que vous pensez, sauf peut-être en conclusion, vous pouvez nous laisser des pistes à cet effet. Un travail, il arrive aussi un travail où, même après avoir lu le travail, on ne comprend pas exactement qu'est-ce que l'étudiant voulait faire ou quelle était sa question de recherche ou sa question de travail. Donc, pour se poser la question, qu'est-ce qu'un bon travail? J'aimerais vous donner quelques conseils. Premièrement, conseil que j'aime beaucoup, donner toujours un titre question à son travail. C'est quoi un titre question? Ultimement, c'est au lieu de dire, par exemple, je traite, par exemple, la christologie chez Luc, ben, c'est très large, puis ça ne permet pas de cibler. Parfois, par exemple, les étudiants oublient complètement le titre et je dois tenter de deviner quel est le sujet du travail. Mais le problème, c'est que parfois, je n'arrive pas à le deviner. Un titre nous aide à ne pas être trop large. Comme je disais, la christologie, c'est trop large. La christologie lucanienne, c'est mieux, mais c'est encore un peu trop large.
Par exemple, la christologie lucanienne éclipse-t-elle la divinité de Jésus-Christ est une meilleure question. Donc, pourquoi? Parce que quand il y a une question, ça nous permet de décider quelle porte on ouvre et quelle porte on ferme. Parce que dans cette optique-là, ce n'est pas tous vos notes de recherche qui vont se retrouver dans le travail. On aimerait ça parce que des fois on dit ah, mais je ne veux pas perdre le temps que j'ai investi beaucoup de temps, etc. Les annexes existent. Si vous voulez vraiment le partager au professeur, mais vous pouvez le mettre en annexe. Mais c'est justement un travail académique, c'est qu'on fait une recherche de toutes les sources et quand on trouve nos sources et les choses qu'on a, eh bien là, on organise notre travail autour de la question que nous tentons de répondre et les informations qui ne traitent pas de ça, mais on les met tout simplement de côté. Puis-je dépasser le nombre de pages? C'est une question qu'on pose parfois. Je serais bien mal placé de dire non, parce que j'ai dépassé tellement souvent le nombre de pages. Je me rappellerai de cette anecdote où j'avais été voir mon professeur de théologie systématique et j'avais dit, pardonnez-moi monsieur, est-ce que c'est possible? On avait besoin de faire 12-15 pages. Est-ce que c'est possible de dépasser? Il me connaissait un peu, fait qu'il me regarde et dit, monsieur Morin, il dit, on parle de combien de pages? Bien, je suis rendu à 86 pages. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est mieux d'être intéressant. Eh bien, en fait, s'il est parfois possible de faire plus de pages, je dirais que c'est aussi une capacité d'être capable d'être concis que d'écrire pour dire peu. Donc, certains profs vont même enlever jusqu'à un cran de notes par page. C'est-à-dire, si tu écris une page de plus, tu passes par exemple de B+ à B. Si c'est pas, moi souvent ce que je fais personnellement, c'est que si c'est pas intéressant ou pertinent passer le point où vous dépassez, vous allez perdre des points. Mais souvent, je vais le permettre, mais considérant que s'il y a beaucoup de corrections à faire et tout ça, si vous écrivez un travail et qu'en plus de ça, il n'est pas intéressant et que vous dépassez du double ou du triple, ça rend le correcteur un peu moins favorable, disons, à vous donner une bonne note. La qualité du français, écrire dans un français écrit et non oral, parce qu'on peut écrire comme on parle, mais ce n'est pas le type de français que nous recherchons. Nous cherchons un français qui est lisible, avec une bonne syntaxe et avec une bonne orthographe. Bien sûr, la nouvelle orthographe est aussi acceptée, donc si c'est celle que vous avez appris, une des soit l'ancienne ou la nouvelle sera acceptée. Vous pouvez utiliser les fonctions de Word et investir dans le logiciel de correction comme qui s'appelle Antidote. Vous savez, il y a des petites lignes qui sont en dessous quand vous utilisez Word qui vous alertent aux erreurs d'orthographe et aux erreurs de syntaxe. Antidote est un logiciel fantastique qui peut travailler en français ou en anglais et qui analyse votre texte, vous aide à voir s'il y a trop le même mot qui se retrouve, qui va vous dire, il va vous souligner vos fautes, va souligner les phrases qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que c'est important. Vous êtes au niveau universitaire et donc c'est important de pouvoir écrire un texte qui se tient, qui est lisible et c'est des outils à utiliser. Des fois, c'est ce que je vais noter dans la marge, vous n'avez même pas utilisé Word ou Antidote pour vous corriger et donc ça fait un mauvais travail. Vous pouvez vous faire corriger. Il n'y a pas de règle qui vous interdit de vous faire corriger par un professionnel de français, parce que l'idée, c'est qu'on veut que ce soit vos idées, mais vous pouvez vous faire corriger, vous pouvez vous faire relire par un ami. Parce qu'un mauvais français vous amène à perdre des points pour la langue, mais vous allez aussi perdre des points si le correcteur n'arrive pas à comprendre ce que vous écrivez. Donc, la qualité du français est importante. Et si nécessaire, allez suivre un cours de français. Il en existe en université, il en existe dans les cégeps, il en existe à l'extérieur. Allez suivre des cours, il en existe en ligne. Allez suivre des cours pour vous améliorer parce que vous avez besoin d'être capable de bien écrire en français pour continuer dans le milieu universitaire. Combien de sources ou de notes de bas de page est-ce que je dois avoir? Des fois, les étudiants aimeraient ça que je dise un nombre de bas de page par page ou un nombre de sources. Dans un travail de niveau académique, nous devons prouver les affirmations que nous faisons, soit en faisant la démonstration, soit en s'appuyant sur des sources crédibles. Je ne peux pas avancer si, par exemple, je veux dire la christologie lucanienne démontre davantage l'accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Alors, il faut que j'aie une source pour me justifier ça, soit un expert ou une source crédible qui affirme ça, ou je vais le démontrer comme nous pouvons le voir, puis là, je vais citer des passages bibliques ou autres. Donc, un travail académique, de façon générale, on doit prouver dans le fond, dire d'où vient la source pour l'affirmation que nous allons faire. Dans cette lignée-là, vos notes de bas de page donnent de la crédibilité au fait que vous avez lu plusieurs points de vue différents sur votre sujet. Dans cette optique, ce que ça fait, c'est que ça nous dit que vous avez lu juste des auteurs qui écrivent sur un point de vue ou sur plusieurs points de vue. Est-ce que vous êtes capable d'interagir avec celle-ci?
Pour les commentaires bibliques sur un passage, il serait bien que vous consultiez au moins de 3 à 5 commentaires bibliques différents. Vous n'avez pas nécessairement besoin de citer les 5, ils peuvent se retrouver en bibliographie finale pour au moins vous montrer que vous les avez consultés. Mais c'est quand même important d'aller chercher plusieurs sources parce que, justement, un travail qui a juste une ou deux sources n'est pas un travail sérieux de niveau académique. Où est-ce qu'on commence? Pour quand on fait de la recherche, on peut commencer avec les dictionnaires bibliques, avec les dictionnaires théologiques, les encyclopédies. C'est toujours des bons points. Ils vont vous aider à vous donner des idées de d'autres ressources à aller chercher. Aller chercher des articles de périodiques théologiques sur le sujet. Des livres, vous pouvez utiliser l'algorithme de Amazon. Donc, Amazon, vous allez chercher un livre pour surtout les livres les plus récents. Vous cherchez un livre sur un sujet et l'algorithme va vous dire ceux qui ont acheté ceci ont aussi acheté ceci. Donc, l'algorithme va vous donner d'autres options de livres pour vous aider à trouver les livres sur le sujet. Vous pouvez aussi utiliser Google Books, par exemple, qui vous permet de consulter beaucoup de portions de livres gratuitement en ligne. Donc, souvent, les livres, quand on regarde en théologie, on a besoin seulement d'une section. Et là, on peut les avoir souvent gratuitement. Comment bâtir un plan de travail? Eh bien, je dirais que la méthodologie est différente d'une personne à une autre. Mais je peux vous parler un peu de ma méthodologie. Je commence souvent avec un titre, je trouve mon titre. Par exemple, dans ce cas-ci, la Christologie dans le livre de Luc est-elle compatible avec la Christologie joannique, donc dans le livre de Jean? Et ce que je vais faire quand je bâtis mon travail, c'est que je vais commencer par trouver mes grandes sections. Par exemple, ici, je sais qu'il va y avoir une introduction et qu'il va y avoir une conclusion. Mais première section pourrait être un peu comme thèse, antithèse, synthèse. Première section, la Christologie dans l'Évangile de Luc. Ma deuxième section, la Christologie dans l'Évangile de Jean. C'est souvent les deux points que je vais vouloir comparer. Et ma troisième section, Christologie comparative, où donc là, on les compare, où là, on adresse les questions particulières d'essayer de faire fonctionner les deux ensemble. Et je peux faire une conclusion dans laquelle je vais ouvrir un peu la conclusion sur peut-être une prochaine recherche ou sur des questions qu'on pourrait aller ou avancer plus loin. Une fois que j'ai ces sections-là, je les rentre ces sections-là dans un document Word. Et je fais de l'espace entre. Et quand je fais ma recherche et que je lis, je vais faire mes copier-coller ou rentrer mes citations dans la section dans laquelle ma citation va venir. Et une fois que j'ai fini ma recherche, eh bien là, je vais retourner dans mon travail. Et là, par exemple, je vais attaquer la première section. Il va peut-être y avoir 15 citations, par exemple. Et là, je vais commencer à bâtir mon texte en utilisant les citations. Des fois, je ne vais pas utiliser la citation au complet, mais je vais utiliser l'idée puis je vais mettre une note en bas de page, comme le disait tel auteur, et comme disait telle chose tel auteur. Et donc, comme ça, je vais bâtir. Donc, je fais un plan, je laisse l'espace, je fais ma recherche, je mets des citations que je veux un peu au travers des différentes sections. Et après ça, je vais commencer à bâtir le texte lui-même. Alors, j'espère que cette capsule a pu être utile. Je vous invite à aller voir votre professeur en tout temps au début de la session avec votre premier plan, avec un peu donc votre question-titre, vos sections, les ouvrages que vous aimeriez consulter. Et ça va vous permettre d'avoir une validation, de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Et donc, comme c'est lui souvent qui va corriger votre travail final, si vous suivez déjà ses recommandations, mais vous risquez d'avoir une meilleure note quand même à la fin. Alors, je vous souhaite une bonne chance dans vos travaux.